Vous écoutez Réal, saison 1, épisode 5, édition spéciale Festival de Cannes 2025. Réal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Réal, le podcast de conversation entre réalisateurs. Ce 5e épisode sera un épisode un peu spécial. En effet, comme vous allez vite vous en rendre compte, je serai seul aujourd'hui autour de cette table et au bout de ce micro. Je devais, comme à mon habitude, recevoir un ou une cinéaste pour échanger avec lui autour de la mise en scène. Mais cela ne vous aura pas échappé, nous sommes à quelques jours, 4 exactement au moment de la sortie de ce podcast, du 78e Festival de Cannes, un événement majeur pour tous les cinéastes et cinéphiles du monde entier. Un événement qui a surtout bouleversé le planning de mes invités, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu venir aux enregistrements prévus. Je vous rassure tout de suite, nous nous retrouverons dès le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée afin d'échanger autour de la mise en scène. Mais je n'allais quand même pas vous laisser ce mois-ci sans nouvelles de ma part et surtout sans nouvel épisode. J'ai donc décidé, puisque Cannes m'a volé des invités dont certains sont en sélection, j'y reviendrai un peu plus tard, de décrypter avec vous la compétition, mais aussi les autres films de la sélection officielle, ainsi que les films qui seront présentés en sélection parallèle et qui comportent eux aussi leur lot de petites pépites. Je ne vais bien entendu pas me substituer aux conférences de presse des différents sélectionneurs, ni n'ai le temps de vous décrypter l'intégralité des films qui seront présentés à Cannes cette année et qui sont très nombreux. Je vais par contre revenir avec vous sur les principales thématiques qui traversent les films qui seront présentés à Cannes et vous partagerai mes plus grosses attentes, section par section. Cet épisode sera également l'occasion de vous fournir quelques clés sur les cinéastes présents à Cannes ou sur leurs films, et aussi sur les surprises de cette édition, et elles sont nombreuses. Alors, voyons ensemble quel film va provoquer un scandale sur la croisette et bousculer les festivaliers. Quels sont les films que nous n'attendions pas là et qui sont pourtant placés au sommet du monde cinéphile ? L'occasion de partager avec vous un regard informé et un peu décalé sur le plus grand festival de cinéma du monde. Un festival international que j'ai eu la chance de fréquenter en tant qu'accrédité professionnel pendant plus de 10 ans et qui n'a donc plus beaucoup de secrets pour moi. Et pourtant, Cannes reste un événement toujours surprenant, très excitant et qui réserve toujours son lot de scandales, de surprises et de stars. Cette année ne déroge pas à cette règle. Alors c'est parti, on déroule le tapis rouge, on fait briller les flashs des photographes sur un déluge de stars et on entend résonner dans le palais des festivals le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. La séance commence par la sélection en compétition officielle. Bien sûr, la plus prestigieuse, la plus attendue, la plus excitante, peut-être, peut-être pas. C'est ce que nous allons voir tout au long de cet épisode. Mais revenons d'abord sur la compétition officielle et les 22 films qui la composent. On commence avec le film d'ouverture. Pour l'instant, pas de film de clôture, mais cela pourra peut-être changer. Un film d'ouverture, donc je disais, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un premier film français, Partir un jour, d'Amélie Bonin, qui est adapté de son propre court-métrage éponyme, avec lequel elle avait remporté le César du meilleur court-métrage il y a quelques années. Il s'agit d'une comédie musicale, un premier long-métrage qui s'inscrit donc dans la lignée de l'héritage des films musicaux cultes français, tels ceux de Jacques Demy. On pense bien évidemment à la Palme d'Or, Les Parapluies de Cherbourg, mais pas seulement, on pense aussi à Alain Resnais et plus particulièrement à On connaît la chanson qui revisitait le répertoire de la chanson française populaire au gré d'un récit cinématographique choral. J'avais eu l'occasion de rencontrer Amélie Bonin et Dimitri Lucas, son co-scénariste, ainsi que Bastien Darret, un de ses producteurs de Top Shot Film, à l'occasion d'une table ronde que j'avais présentée et modérée dans un festival. Nous étions revenus ensemble sur la genèse du court-métrage Partir un jour et de son chemin jusqu'au César. Il est donc maintenant incroyable de les retrouver sur les marches du plus grand festival du monde afin d'ouvrir les festivités avec la version long métrage, qui est cette fois coproduite par Top Shot Film de nouveau, en collaboration avec Sylvie Piala des Films du Ourceau.
Au casting, nous retrouvons une nouvelle fois Bastien Bouillon et Juliette Armanet dans les rôles principaux dans ce film musical qui s'avère prometteur puisque des premières critiques ont commencé à tomber et qu'elles sont très laudatives, très positives, de quoi nourrir de grands espoirs pour le retour de films musicaux dans la cinématographie française qui jusqu'ici avait été un peu boudée. On passe maintenant au reste de la sélection avec un premier focus sur ceux que l'on ne présente plus, les mastodontes, les habitués, les fidèles de la compétition, qui sont donc déjà venus, qui ont déjà été primés et qui reviennent pour briguer peut-être une nouvelle Palme d'Or. Je parle bien sûr de Wes Anderson, de Phoenician Scheme, qui cette année revient avec une grande fresque d'espionnage dans laquelle Benicio del Toro tient le rôle principal. Il n'est pas surprenant de retrouver Wes Anderson en compétition. Il est un habitué, mais est jusqu'ici toujours reparti bredouille, alors mettra-t-il fin à cette malédiction? Nous le saurons à l'occasion de cette édition. À noter que Wes Anderson bénéficie actuellement d'une exposition à la Cinémathèque française que je vous invite à découvrir si vous êtes fan de son univers ou si vous souhaitez le découvrir. Autres habitués que là on ne présente plus et qui ont déjà 2 palmes d'or à leur actif, les frères Dardenne reviennent avec un film choral intitulé Jeune mère, l'occasion d'évoquer la disparition tragique de l'actrice Émilie Dequesne, révélée en 1999 dans Rosetta des frères Dardenne, pour lesquels ils avaient gagné leur première palme d'or. Afin de lui rendre hommage, le festival dédie à Émilie Dequesne cette sélection et cette édition. Nous pensons bien sûr à ses proches et à sa famille, ainsi qu'à toutes les personnes qu'elle a pu côtoyer au cours de sa remarquable carrière. Elle va beaucoup nous manquer. Toujours au rang des habitués, on retrouve Kleber Mendoza Filho, qui était venu en compétition avec Bacurau. Il revient en compétition avec L'Agent secret, un thriller politique historique situé dans la ville de Recife, au Brésil, en 1977, en pleine période de carnaval. Autre habitué et ma chouchoute personnelle, le grand retour en compétition de Lynn Ramsay, après avoir présenté il y a quelques années We Need to Talk About Kevin, un film absolument formidable avec Tilda Swinton, puis revenu en compétition avec A Beautiful Day, avec lequel elle avait remporté le prix du scénario et le prix d'interprétation masculine pour Joaquin Phoenix. Lynn Ramsay revient donc en compétition avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson, qui partagent donc l'affiche de Die My Love, l'adaptation d'un livre d'Ariana Harvich qui se concentre sur la dépression et les problèmes de santé mentale d'une jeune femme à mesure que son mariage se délite. Voilà de quoi être assez excité puisque le film est présenté comme un film d'horreur et une comédie. Un mélange détonnant qui ne me surprend pas tellement tant on sait que Lynn Ramsay est capable de films hybrides qui mélangent les genres et qui sont toujours marqués par un art de la mise en scène, du montage et du montage son, plus particulièrement absolument ahurissant, une de mes plus grosses attentes de ce festival. Parmi les autres habitués, nous retrouvons une cinéaste française, Julia Ducournau, qui après la Palme d'Or remportée avec Titane, revient avec Alpha, le récit d'une jeune fille confrontée à la maladie de son père, en l'occurrence le sida, une thématique qui va pas mal traverser et la compétition officielle, mais aussi le festival dans son ensemble. Alors Julia Ducournau sera-t-elle capable de réitérer l'exploit accompli avec Titane ? Nous le saurons en découvrant Alpha, autour duquel plane un mystère. Nous ne savons pas exactement de quoi va traiter le film. Toujours est-il que nous connaissons la qualité de la mise en scène de Julia Ducournau et que cela suffit à créer une attente particulière. Un autre retour est celui-ci un peu moins attendu, celui de Dominique Moll, qui était venu il y a quelques longues années en compétition avec Harry, un ami qui vous veut du bien, et qui, suite au succès incroyable de La Nuit du 12, son précédent film, revient cette fois en compétition officielle à Cannes avec Dossier 137, un nouveau film policier qui met en vedette Léa Drucker, confrontée à une enquête de l'IGPN, la police des polices, qui va la confronter à ses propres démons. Un retour scruté dont on attend beaucoup après le formidable La Nuit du 12, à découvrir donc bientôt sur la Croisette.
Autre retour, celui d'une réalisatrice américaine que l'on ne présente plus, Kelly Reichardt revient en compétition officielle après avoir présenté Showing Up. Elle revient maintenant avec The Mastermind, un film qui se concentre sur un voleur d'œuvres d'art qui prépare un braquage lors de la guerre du Vietnam, braqueur qui sera incarné par Josh O'Connor, véritable révélation anglaise de ces dernières années, qui partagera d'ailleurs l'affiche avec Paul Mescal d'un autre film de la compétition, The History of Sound de Oliver Hermanus, une story LGBTQIA+, qui se concentre sur l'histoire de deux hommes qui se rencontrent en 1916, puis partent ensemble à l'été 1919 pour enregistrer des chansons folkloriques de leurs compatriotes dans la région rurale de la Nouvelle-Angleterre. Une rencontre qui aboutira à une romance, bien sûr compliquée au regard des mœurs de cette époque. Autre retour remarquable et remarqué, celui de Joachim Trier, qui revient après le succès Julie en 12 chapitres, qui avait remporté le prix d'interprétation féminine à Renate Reinsve, son actrice principale, qui revient cette fois aussi à l'affiche dans ce nouveau film intitulé Sentimental Value, et qui se concentre sur une mise en abîme du cinéma, c'est-à-dire d'un tournage, une histoire présentée comme un drame familial et qui promet son lot de larmes, mais aussi son lot d'acteurs au sommet de leur art. Renate Reinsve briguera-t-elle un nouveau prix d'interprétation féminin à Cannes? Réponse d'ici une quinzaine de jours. Avant de nous consacrer aux nouveaux venus de cette compétition, focalisons-nous quelques instants sur les films dits plus politiques qui promettent cette année leur lot de parfums, de poudre et de scandales. J'ai cité le grand retour en compétition de Jafar Panahi avec Un simple accident, un film dont le synopsis est tenu secret selon la volonté de son auteur et qui promet donc de s'attaquer encore une fois au régime iranien. Nous connaissons la propension de Jafar Panahi à livrer des œuvres engagées et radicales. N'oublions pas qu'il avait été condamné par le régime iranien et forcé à rester à résidence. Il avait néanmoins continué à tourner des films de manière clandestine. Je pense que ce dernier n'échappe pas à cette règle et il y a donc une grosse attente afin de découvrir ce qui se cache derrière ce titre, Un simple accident. Autre film politique iranien, lui aussi, celui de Saïd Roustahi, qui nous avait ébloui avec la loi de Téhéran et qui était venu une première fois en compétition officielle avec Leila et ses frères. Il revient avec un film intitulé Woman and Child, qui va lui aussi une nouvelle fois s'intéresser au rouage de la justice iranienne et qui se concentre autour d'une jeune femme qui vit un drame et qui ensuite demande réparation. Toujours dans les films politiques, évidemment, l'on pense à Sergei Lonitsa avec Two Prosecutors qui va s'intéresser à la guerre en Ukraine. Enfin, notons le retour en compétition de Tariq Saleh après le succès de La Conspiration du Caire qui avait remporté un prix du scénario. Il revient avec Eagles of the Republic, film dans lequel joue une actrice française, à savoir Lina Koudry. Un film où un acteur est engagé pour tourner un biopic d'un président égyptien avec lequel il est en désaccord politique. Un film qui promet donc de s'attaquer, là encore, aux affres du pouvoir et à leurs illusions. Du côté italien, une surprise là aussi, l'arrivée en compétition de Mario Martone avec Fuori, un film biographique sur l'actrice et écrivaine italienne Goliarda Sapienza, inspiré de son livre L'Università di Rebibbia, qui raconte son séjour en prison. Le rôle principal est interprété par Valeria Golino et le film promet d'être une grande fresque d'époque envolée et politique. Et on termine le parcours de cette compétition officielle avec les nouvelles et les nouveaux venus en compétition, dont certains ont bien sûr déjà une carrière remarquée, mais qui font leur entrée dans la course à la Palme d'Or. Je pense notamment à l'américain Ari Aster, qui arrive avec un projet assez mystérieux autour de l'épidémie de Covid, un film intitulé Eddington, dans lequel nous retrouverons Joaquin Phoenix, Emma Stone, ainsi que Pedro Pascal, film dont le teaser mystérieux est paru sur les réseaux sociaux il y a quelque temps et dont nous ne connaissons pas trop de détails. Nous pouvons néanmoins être en attente d'un virage dans la filmographie de cet auteur, révélé par des films d'horreur, je pense bien sûr à Hérédité et Midsommar, puis qui avait commencé à opérer un virage plus autoriste avec Beau is Afraid, un film expérimental, avec déjà Joaquin Phoenix dans le rôle principal, Eddington, qui, connaissant ce réalisateur, nous promet son lot de surprises. Autre entrée, et cette fois japonaise,
l'arrivée en compétition de Chie Hayakawa avec Renoir, le récit d'une jeune fille de 11 ans confrontée à la maladie de son père, là aussi une résonance avec Alpha de Julien Ducournau. Rappelons que Chie Hayakawa avait été découverte à Cannes avec Plan 75, son premier long métrage pour lequel elle avait reçu une mention spéciale de la Caméra d'Or. Autre entrée en compétition de quelqu'un que nous connaissons bien là aussi, la française Afzia Herzi, actrice reconnue, qui a remporté il y a quelques mois le César de la meilleure actrice dans un long métrage et qui arrive en compétition en tant que réalisatrice avec La Petite Dernière, un drame biographique adapté de l'autofiction de l'écrivaine Fatima Das, un roman qui raconte la vie de l'autrice et notamment son homosexualité dans un milieu où cette dernière est taboue. Ce qui nous promet un drame social engagé dont la France a si bien le secret. Autre entrée en compétition pour le cinéaste franco-espagnol Oliver Lax, un habitué de Cannes puisqu'il avait déjà présenté plusieurs films dans des sélections parallèles. Il avait ainsi remporté le prix FIPRECI de la quinzaine des réalisateurs pour Vous êtes tous des capitaines, puis le grand prix Nespresso de la semaine de la critique avec Mimosa, la voix de l'Atlas, et enfin en 2019 le prix du jury Un certain regard pour Viendra le feu. Il arrive maintenant en compétition officielle avec Sirat, un film présenté comme une épopée mystique lors d'une traversée du désert et qui présente Sergi Lopez dans le rôle principal. Voilà de quoi intriguer. Deux nouvelles réalisatrices arrivent aussi en compétition. Je pense à Mascha Schlinksi, réalisatrice allemande avec un premier long métrage Sound of Falling, qui a fait beaucoup de buzz dans le milieu festivalier et notamment le milieu des marchés du film et des résidences artistiques. Un film assez particulier qui retrace le destin de jeunes femmes au long de plusieurs époques. Un film donc très ambitieux, qui avait un titre par ailleurs assez intéressant, The Doctor Says I'm Alright but I'm Feeling Blue, un titre intriguant et qui me donne envie de découvrir ce premier long métrage et ses secrets. Enfin pour terminer, Carla Simón, jeune réalisatrice espagnole qui avait remporté précédemment l'Ours d'Or pour Nos Soleils à Berlin, arrive en compétition avec Romeria, une fiction autobiographique sur une jeune femme qui part en quête de ses origines et d'informations au sein de sa famille suite à la mort de ses deux parents de l'épidémie de sida. Un film de forte inspiration autobiographique puisque c'est ce drame qu'a vécu également la réalisatrice et qu'elle met ainsi en scène, clôturant par là même une trilogie constituant ses 3 premiers films. Et enfin, dernière entrée en compétition, je ne l'ai pas oublié, mais il est un peu plus connu que tous les autres que je viens de citer. Richard Linklater arrive avec un projet intitulé Nouvelle Vague qui s'intéresse au tournage de À bout de souffle de Jean-Luc Godard, un projet très intriguant qui promet une reconstitution du Paris des années 60. Il sera ainsi intéressant de découvrir le point de vue d'un cinéaste américain sur un courant du cinéma français que l'on ne présente plus et qui continue à résonner de nos jours. Voilà pour ce qui est de la compétition. On peut donc remarquer qu'elle est très éclectique, mais qu'elle est quand même traversée par quelques thématiques cette année, notamment des romances queer, mais aussi un grand retour du film policier, du thriller et du film d'espionnage. Je pense notamment au film de Wes Anderson ou de Kleber Mendoza Filho, mais également de Dominique Moll, peut-être un reflet de notre époque de défiance, ainsi que des récits à forte teneur politique, comme Cannes nous y a habitués. Parmi cette liste, où se cache le scandale de cette année? À vrai dire, je ne le sais pas. Il est plus difficile de le deviner, je trouve, par rapport à d'autres éditions, mais ceci dit, on voit bien que Cannes joue encore son rôle d'observateur d'un certain état du monde et du cinéma à travers des films très éclectiques de diverses nationalités. Je pense que l'arrivée de jeunes cinéastes dans cette compétition risque de relancer l'intérêt des cinéphiles du monde entier, mais aussi nous promet son lot de surprises, de découvertes que j'espère excitantes. Une opportunité de s'intéresser à ces nouvelles voies et de voir se dessiner les contours du cinéma de demain. Breaking news. Salut, c'est Alban du montage. J'interromps le programme pour une mise à jour de dernière minute avec l'ajout, ce jeudi 8 mai, de 4 films à la sélection officielle, dont un en compétition, et pas des moindres, le très attendu Résurrection du cinéaste chinois Bigan.
Longtemps attendu, maintes fois annoncé, sans que l'on ne voie pourtant rien venir jusqu'ici, le film du cinéaste qui avait signé Kylie Blues en sélection à Locarno, puis qui avait ébloui un certain regard en 2018 avec Un long voyage vers la nuit, fait sa grande entrée en compétition officielle avec son troisième film, Résurrection. On retrouvera donc Shuki et Jackson Yee au sein d'un film de SF high concept au pitch qui met l'eau à la bouche. Jugez plutôt. En 2068, une femme subissant une opération du cerveau se réveille dans un monde post-apocalyptique. Enfermée dans un état semi-éveillé onirique, elle trouve le cadavre d'un androïde et lui raconte chaque nuit des récits tirés de l'histoire de la Chine, provoquant l'éveil progressif de ses sens. Lorsqu'elle a terminé ses récits, elle doit choisir entre retourner dans le monde réel ou rester avec le robot, pour lequel elle commence à développer des sentiments. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On retrouvera également hors compétition le nouveau film de Martin Bourboulon, 13 jours, 13 nuits, adaptation de l'ouvrage autobiographique de Mohamed Bida, intitulé 13 jours et 13 nuits dans l'enfer de Kaboul. Ce récit relatait l'exfiltration de centaines de personnes de l'ambassade de France en Afghanistan lors de la chute de Kaboul en août 2021. Nous retrouverons au casting de ce film Roche Dizem et Lina Koudry. Autre ajout en séance spéciale, le documentaire The Six Billion Dollar Man d'Eugène Jarecki, un documentaire sur Julian Assange. Et enfin, à noter l'ajout en section Cannes première de Ma frère de Lisa Coca et Roman Guéret, second long métrage après Les Pires, premier film formidable qui avait révélé Mallory Vanek et avait triomphé au palmarès de la section Un certain regard il y a quelques années de cela. Ceci étant dit, reprenons le cours normal de l'épisode. Passons maintenant à la section Un certain regard qui nous promet là aussi son lot de découvertes, puisque je vous rappelle qu'historiquement cette section est plutôt consacrée aux premières œuvres de jeunes cinéastes. C'est donc une section qui met en avant l'émergence de nouvelles voix dans le cinéma mondial et qui est souvent l'antichambre de la compétition officielle, ce qui veut dire que l'on retrouve souvent des cinéastes passés par Un certain regard qui font par la suite leur entrée en compétition quelques années plus tard. Là encore, beaucoup de promesses et beaucoup de découvertes. Je pense à Love Me Tender, un drame de Anna Cazenave-Cambé qui a été rajouté un petit peu plus tard dans la sélection, qui met en scène Vicky Krieps dans le rôle d'une mère qui se voit retirer la garde de son fils et qui va devoir lutter pour rester mère, femme et libre. Un film adapté de l'ouvrage éponyme de Constance Debré. Autre grosse attente de ce certain regard, le second long métrage d'Hubert Charuel, qui après Petit Paysan revient avec Météore, son second long métrage, qui était à la base un projet de série qui s'intéressait au parcours de plusieurs personnages confrontés à leur mort prochaine, puisque 7 jours après le début du récit devait se produire une énorme pluie de météores qui menaçait les humains de disparition. Nous ne savons pas à l'heure actuelle ce qui a été retenu de ce projet de série dans ce second long métrage, mais toujours est-il que nous savons qu'Hubert Charuel est un réalisateur à suivre depuis Petit Paysan, et nous découvrirons donc avec beaucoup de curiosité et d'envie ce second long métrage Météore. Autre cinéaste français que nous connaissons déjà plutôt bien, Stéphane Demoustier, qui avait signé Borgo donc l'année dernière, revient avec L'inconnu de la Grande Arche, qui s'intéresse à un concours d'architecture lancé par François Mitterrand en 1982 pour la construction d'un édifice dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. Film qui s'intéresse à une histoire assez méconnue, celle d'un architecte danois de 53 ans, inconnu en France, qui emporte ce concours alors qu'il n'avait construit jusqu'ici que 4 églises et sa résidence principale au Danemark. Un film dans lequel nous retrouverons Xavier Dolan, Sidse Babette Knudsen, mais aussi Swan Arlo, Claes Bang et Michel Faux. Autre film intriguant, un film japonais intitulé A Pale View of Hills de Kei Ishikawa, adapté d'un roman éponyme de Kazuo Ishiguro, sorti en 1982 et qui s'intéresse à l'histoire du mémoire d'une veuve qui se déroule entre le Japon des années 50 et l'Angleterre des années 80. Encore un film qui se déroule sur plusieurs époques et qui promet son lot d'émotions. Arrivé à Cannes aussi pour les premiers longs métrages de 2 comédiens. Je pense à Rhys Dickinson avec Urchin et à Scarlett Johansson avec Eleanor the Great, qui passent tous deux derrière la caméra avec leur premier long métrage et qui arrivent dans Un certain regard. Serait-ce donc la survenue de nouvelles voix compteront dans le cinéma indépendant américain? Nous le saurons bientôt sur La Croisette.
Il en va de même pour Kristen Stewart avec The Chronology of Water, un premier long métrage et un passage derrière la caméra très attendu pour un film porté par Imogen Poots et qui s'intéresse aux mémoires d'une nageuse prénommée Lydia Yuknavitch. Pour finir ce rapide panorama sur mes plus grosses attentes de Un certain regard, se situe en tête de gondole un film de Matteo Zopis et Alessio Rigo de Righi qui reviennent à Cannes après avoir présenté La légende du roi crabe à la quinzaine des réalisateurs il y a quelques années, avec un western pur jus, un western tourné en Italie et surtout un western à l'ancienne selon ces deux réalisateurs qui s'intitule Testa o Croce, c'est-à-dire Heads or Tails, pile ou face en français, un western dans lequel joue l'actrice française Nadia Terezevich, que l'on ne présente plus, et l'acteur américain John C. Reilly. Nous finissons ce panorama de la sélection officielle avec les sections hors compétition, séance de minuit et Cannes première, dans lequel nous allons retrouver de gros noms du cinéma mondial. On pense à l'arrivée hors compétition de Cédric Klapisch avec La venue de l'avenir, un film choral qui s'intéresse à des héritiers d'une même famille qui ne se connaissent pas et qui vont ainsi chercher à comprendre leurs racines à travers le legs qui leur est laissé d'une maison familiale, héritée d'une ancêtre qu'ils ne connaissent pas et sur laquelle ils vont enquêter. Encore un film qui se passe sur plusieurs époques et qui nous promet donc un grand film humaniste. Autre cinéaste français connu qui vient à Cannes, hors compétition, Thierry Cliffat avec La femme la plus riche du monde, dans lequel Isabelle Huppert, qui incarnera plus ou moins directement la figure de Liliane Bettencourt, voilà de quoi nous intriguer. Spike Lee, après avoir présidé la compétition officielle et avoir décerné la Palme d'Or à Titane, donc de Julia Ducournau, revient hors compétition avec une adaptation d'un film d'Akira Kurosawa, Highest to Lowest, avec Denzel Washington dans le rôle principal. Enfin, nous revient sur la croisette Tom Cruise avec Mission Impossible The Final Reckoning qui clôt la saga de films Mission Impossible au cinéma qui a été commencée, on le rappelle, par Brian De Palma il y a maintenant presque 30 ans. Un grand final explosif qui promet son lot d'action sur la croisette. Et enfin, hors compétition, nous retrouverons une cinéaste française que j'affectionne particulièrement, Rebecca Zlotowski, avec Vie privée, qui met en scène Jodie Foster pour son grand retour dans un film français après un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, et Daniel Auteuil, qui sera donc son co-star, comme on dit. En séance de minuit, là encore, un cinéaste français, Vincent Maël Cardona, qui avait ébloui avec son premier film Les Magnétiques, qui revient avec Le Roi Soleil, un film qui n'a pas grand-chose à voir avec le château de Versailles, mais qui est le nom d'un bar PMU, dans lequel un client se rend compte qu'il a gagné le gros lot au loto, et qui va donc se dérouler en huis clos dans ce PMU, alors que les autres clients vont tenter de lui subtiliser le ticket gagnant. Voilà qui promet un film de genre nerveux avec Pio Marmaille dans un des rôles principaux. Yann Gozlan, autre réalisateur français de films de genre, vient en séance de minuit avec Dalloway, une adaptation du roman Les Fleurs de l'ombre de Tatiana Deronay qui met en scène une romancière qui, lors d'une résidence artistique, est confrontée à une intelligence artificielle qui s'immisce de plus en plus dans sa vie. À noter que la voix de cette IA sera interprétée par Mylène Farmer, qui fait son retour à Cannes après avoir été membre du jury, aux côtés de Tahar Rahim, du jury donc de Spike Lee, que j'évoquais précédemment. Un retour qui fait particulièrement plaisir, celui d'Ethan Cohen qui revient sans Joël, son frère, pour le deuxième film qu'il réalise seul. Après Drive Away Dolls, il retrouve Margaret Qualley pour Honey Don't, un film policier, une comédie noire qui s'intéresse à une détective privée incarnée par Margaret Qualley qui va côtoyer le chef d'une secte et une femme très mystérieuse. Voilà de quoi nous mettre en appétit, surtout lorsque l'on sait qu'il est présenté en séance de minuit, donc pour des films assez violents, parfois gore, en tout cas surprenants. Et enfin, l'occasion de mettre un petit coup de cœur sur un film japonais de Genki Kawamura, l'adaptation d'un jeu vidéo qui s'appelle Exit 8 et qui s'intéresse au parcours d'un homme enfermé dans le métro japonais qui se transforme en une sorte de labyrinthe mortel, un pitch qui évoque le film Cube de Vincenzo Natali et qui nous met donc l'eau à la bouche après avoir découvert quelques images
absolument terrifiante, voilà qui promet de provoquer quelques frissons sur la croisette. On termine les séances de minuit par un film d'action policier hongkongais, Sons of the Neon Night, avec Tony Leung Ka-fai, ce qui est toujours un gage de qualité, et qui nous promet, encore une fois, de la castagne, du sang et des larmes. Somme toute, un programme cohérent avec ces séances de minuit. Enfin, un petit focus sur Cannes Première et les séances spéciales, qui là aussi regorgent de noms connus et de films prometteurs. On retrouvera ainsi Fatih Akin, Lav Diaz, Koji Fukada, Sébastien Lelio, Ilmur Palmason, Alex Lutz, Raoul Peck, Kirill Serebrennikov, n'en jetez plus, mais aussi le nouveau film d'Andrew Dominic consacré au chanteur de U2 Bono, le nouveau film de Romain Boranger, le premier film de Joséphine Japy en tant que réalisatrice, mais aussi un film d'animation, Marcel et Monsieur Pagnol, de Sylvain Chaumet, auteur des Triplettes de Belleville, et qui revient donc rendre hommage à Marcel Pagnol dans un film qui s'annonce d'ores et déjà d'une splendeur plastique incroyable. À noter la présence d'un autre film d'animation en séance spéciale, un premier long-métrage adapté du roman d'Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes, et qui s'intitule Amélie et la métaphysique des tubes, et dont les premières images, là aussi, nous donnent très envie. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a bien sûr d'autres titres en séance spéciale et en Cannes Première. Bien sûr, je n'ai pas le temps de venir en détail sur tout ce qui émaille ces sélections, mais comme vous pouvez le voir, il comporte quand même de très nombreux gros noms du cinéma mondial, mais aussi beaucoup de nouvelles voix. On dénote pas moins de 14 premières œuvres en sélection officielle cette année, ce qui est un record. Il y a aussi à noter une année où la présence des réalisatrices est conséquente, malheureusement toujours loin de la parité espérée, mais on dénombre tout de même 8 réalisatrices en compétition, ce qui est peut-être un record. Je crois que le précédent était de 7 réalisatrices. Donc sur 22 films présentés, nous ne sommes pas encore à la parité, mais l'on s'en rapproche. Je dis film de réalisatrice et pas n'importe quel film, parce qu'ils font tous partie de mes plus grosses attentes de la compétition. Lynn Ramsay, Carla Simon, Chie Hayakawa, Kelly Reichardt. Bref, vous l'aurez compris, pas mal de choses à découvrir dans cette compétition qui s'annonce plutôt excitante. En tout cas, je l'espère aussi surprenante, comme je vous l'avais dit. Si je devais retenir mon petit top 3 spécial compétition officielle, je dirais que mes plus grosses attentes sont les films de Lynn Ramsay, Die My Love. Je suis également très intrigué par le film Sirat d'Oliver Lax. Et enfin, en troisième position, je dirais le nouveau film de Saïd Roustahi, Woman and Child, car La Loi de Téhéran avait été une surprise et une claque monumentale, ainsi que Leila et ses frères. J'ai donc envie de découvrir ce que nous réserve cette fois ce cinéaste iranien. Je suis également assez curieux de découvrir le nouveau film d'Ilmur Palmason après Godland, qui avait été présenté en section Un certain regard, qui n'avait donc pas connu le bonheur de la compétition officielle et qui, une nouvelle fois, est présenté en Cannes Première, mais qui, a priori, sera encore un film esthétiquement fabuleux. Alors, qui succédera à Anora de Sean Baker ? Eh bien, la réponse se situe au bout de cette nouvelle édition du Festival de Cannes. En tout cas, en fin de cet épisode, je vous ferai une petite prédiction dans ma boule de cristal d'un palmarès rêvé, peut-être idéal, ou en tout cas d'une proposition personnelle. Et n'oubliez pas, c'est ici que vous l'aurez entendu pour la première fois. Nous pourrons le confronter dans le prochain épisode au résultat du véritable palmarès, qui sera décrété par le jury, présidé cette année par l'actrice française que l'on ne présente plus, Juliette Binoche. Intéressons-nous maintenant dans ce nouveau chapitre aux sélections parallèles. J'ai nommé la quinzaine des cinéastes la Semaine de la critique et l'ACID, l'association pour le cinéma indépendant. Commençons tout d'abord par la quinzaine des cinéastes, qui aura lieu du 14 au 24 mai à Cannes et qui est organisée, rappelons-le, depuis mai 68. C'est donc la 57e édition de cette quinzaine des cinéastes qui est plurielle, métissée, riche en découvertes, qui célèbre une vivacité cinématographique inestimable et plus que jamais capitale si l'on en croit son sélectionneur Julien Regel. Alors je m'excuse pour la prononciation de son nom. Cette quinzaine des cinéastes qui nous présentera donc 19 longs métrages, parmi lesquels de très très grosses prises à la compétition, également de nouvelles voix, puisque la quinzaine fait la part belle à de nombreux premiers longs métrages.
Rentrons un peu plus dans le détail avec le film d'ouverture. Enzo, donc un film du regretté Laurent Conté, qui a été réalisé par Robin Campillo, son ami, monteur, co-scénariste, qui a terminé cette œuvre, qui était le prochain projet de Laurent Conté, donc il n'a pas pu mettre en scène du fait de son décès prématuré. Une séance d'ouverture qui sera donc placée sous le signe de l'émotion. Un film social qui s'intéresse à Enzo, donc le rôle éponyme, 16 ans, apprenti maçon à la Ciotat, qui décide d'échapper à un cadre familial étouffant et qui le presse à faire des études supérieures, et c'est sur les chantiers et qu'il fréquente donc en tant que maçon qu'il va rencontrer un collègue ukrainien et qu'il va entrevoir un nouvel horizon à sa vie. Parmi les autres grosses attentes de cette quinzaine des cinéastes, on retrouve Julia Kowalski, que nous retrouverons également bientôt au micro de ce podcast, avec son second long métrage, Que ma volonté soit faite, l'adaptation de son court-métrage J'ai vu le visage du diable, qui avait remporté le grand prix du court-métrage au Festival de Clermont-Ferrand, ainsi que le prix Jean Vigo du meilleur court-métrage. Un film donc très attendu qui est produit par Venin Film, boîte de production de Bertrand Mandico et Yann Gonzalez. Un film dans lequel nous retrouverons l'actrice Roxane Mesquida et la jeune actrice qui tenait le rôle principal de J'ai vu le visage du diable, Maria Vrobel. Voilà la promesse d'un film de genre français qui tourne autour de la sorcellerie, la promesse d'un film esthétique à la mise en scène élaborée et qui va secouer la croisette. En tout cas, on l'espère, c'est tout le mal que l'on souhaite à Julia. Nous en parlerons avec elle autour de ce micro très bientôt. Autre film qui suscite une attention particulière, L'Englouti, premier long métrage de Louise Aymon, lui aussi précédé d'une excellente réputation et qui s'intéresse à l'arrivée dans un petit village de montagne d'une nouvelle institutrice autour de laquelle semblent se dérouler des événements fantastiques. Voilà un pitch bien intriguant. Autre film très attendu, le nouveau film de Christian Petzold, Miroir numéro 3, dans lequel il retrouvera l'actrice Paula Baer pour un drame intrigant autour d'un mystérieux accident de voiture. Grand habitué de la croisette, nous retrouverons le cinéaste Nadav Lapid, qui d'habitude est présenté en compétition avec Yes, son nouveau film. Connaissant Nadav Lapid, nous pouvons nous attendre à une œuvre d'une portée politique intense. Film très intriguant également, film de Thomas N'Gijol, Indomptable, l'adaptation d'un documentaire, une fiction policière qui se déroule au Cameroun, adapté donc du documentaire Un crime à Abidjan, sorti en 1999, film de Moscou Bouko. Thomas N'Gijol, qui nous avait jusqu'ici habitués plutôt à des films comiques, revient donc cette fois avec une œuvre dramatique qui nous intrigue donc beaucoup. Parmi les autres cinéastes français, notons la présence d'Anthony Cordier avec Classe moyenne, un film qui justement s'intéresse à la lutte des classes et avec un casting assez prestigieux dans lequel on retrouve Élodie Boucher, Laurent Lafitte, Noé Habitat et Laure Calamy, mais aussi Ramzy Bedia. Un film donc plutôt intriguant et prometteur qui se concentre sur Mehdi, un jeune issu d'un milieu modeste, fraîchement diplômé en droit, qui passe l'été chez ses beaux-parents, mais un conflit éclate entre sa belle famille et le couple de gardiens de la maison, qui sont employés de manière illégale. Les esprits s'échauffent et Mehdi pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison, mais bien entendu, tout s'envenime. Autre film qui me donne très envie et sur lequel je terminerai ce très rapide passage sur la quinzaine des cinéastes qui nous proposera de bien belles autres œuvres de différentes nationalités, un film japonais qui s'intitule Brand New Landscape, qui m'intrigue particulièrement puisqu'il s'agit de l'histoire dans un paysage en perpétuelle transformation à Tokyo, dans le quartier de Shibuya, de Ren, un livreur d'orchidées papillons, hanté par la perte de sa mère qui s'est suicidée lorsqu'il était enfant et qui est en froid avec son père, Hajime, un architecte paysagiste qui, un jour, lors d'une livraison, se retrouve face à face avec lui, le point de départ d'un récit d'une potentielle réconciliation, en tout cas le récit des cicatrices du passé, très très intriguant et potentiellement très poétique comme peuvent nous y habituer les cinéastes japonais. Passons désormais à un focus sur la semaine de la critique.
dont la sélection est dirigée par Ava Cahen depuis maintenant quelques années et qui est à chaque fois une sélection qui nous réserve beaucoup de surprises et de films de qualité. Nous nous rappelons l'année dernière de la présentation du film Les Reines du drame de Alexis Langlois qui avait fait beaucoup de bruit sur la Croisette. Pour cette sélection 2025, Ava Cahen nous propose encore de découvrir des premières œuvres. Je vous rappelle donc que la Semaine de la Critique présente des œuvres du premier, second ou troisième long métrage uniquement. Cette année, nous retrouvons donc 7 longs métrages en compétition, ainsi que quelques séances spéciales, dont l'une qui constitue le film d'ouverture de cette sélection, L'intérêt d'Adam de Laura Wandel. Je vous rappelle que Laura Wandel avait été découverte à Cannes à un certain regard avec son premier long métrage, Un monde, sur le harcèlement scolaire, qui avait été très remarqué. Elle revient en ouverture de cette semaine de la critique, donc avec L'intérêt d'Adam, un film porté par Anna Maria Bartolomei et Léa Drucker, un drame autour de l'enfance, une nouvelle fois, et qui promet là aussi de remuer des émotions. Je reviendrai ensuite sur la compétition de la semaine de la critique, mais pour en finir avec les séances spéciales, 2 autres films seront présentés, notamment un film que j'attends énormément, le second long métrage de Martin Jova après Grand Paris, qui nous revient avec Baise en ville, un titre extrêmement prometteur pour une comédie qui l'est tout au moins, un film qui se concentre donc sur le personnage incarné par Martin Jova, qui se fait engager dans une start-up spécialisée dans le nettoyage de villas après des soirées, mais qui malheureusement n'est pas véhiculé puisqu'il n'a pas le permis, il est en train de le passer et qui s'inscrit sur les conseils de sa monitrice d'auto-école sur une application afin de séduire des jeunes femmes qui habitent près de ses lieux de travail. Le problème, c'est que Sprite est tout sauf un bon séducteur. Voilà qui promet une comédie dans l'univers très personnel et décalé de Martin Jova et que j'ai très hâte de découvrir. Enfin, 3e film en séance spéciale, le film d'Alice Douard qui avait remporté le César du meilleur court-métrage avec son film L'attente. Elle revient avec l'adaptation de ce court-métrage en long-métrage, Des preuves d'amour. L'histoire de Céline, qui attend l'arrivée de son premier enfant sans être enceinte, c'est en fait Nadia, sa femme, qui donnera naissance dans 3 mois à leur fille. Et donc Céline, cette mère qui ne porte pas son enfant, cherche sa place et sa légitimité auprès de la loi, mais aussi de ses amis et de sa mère. Voilà qui nous promet un drame social moderne empreint d'émotion. J'ai choisi de vous parler de 3 films de la compétition officielle de long métrage de cette semaine de la critique qui m'ont particulièrement attiré de par leur synopsis. Le premier s'intitule Useful Ghost, un fantôme utile. C'est un film thaïlandais de Ratchapum Boonbonchachoke. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Un film qui se concentre sur un personnage en deuil dont la femme est récemment décédée, victime de la pollution due à la poussière. Il découvre alors que son esprit est revenu en prenant possession de leur aspirateur. Voilà un pitch qui promet une histoire décalée, mais aussi plutôt prometteuse. Deuxième film sur lequel je mets un focus dans cette sélection en compétition semaine de la critique, il s'agit d'un film néerlandais coproduction belge qui s'intitule Rietland, dont le synopsis est le suivant. Lorsqu'il découvre le corps sans vie d'une jeune fille sur ses terres, un fermier solitaire est submergé par un étrange sentiment. Alors qu'il s'occupe de sa petite fille, il se lance à la recherche de la vérité, déterminé à faire la lumière sur ce drame, mais le mal se cache parfois derrière les apparences les plus ordinaires. Un premier long métrage dont les premières images laissent penser qu'une mise en scène très esthétique est à l'œuvre et qui promet une plongée, là aussi, encore une fois, dans les tréfonds les plus noirs de l'âme humaine. Je suis très curieux de découvrir ce film. Enfin, dernier film sur lequel je mettrai un focus particulier, le film d'Alex Poukine intitulé Kika. Un premier film d'une réalisatrice qui a été multiprimée en festival jusqu'ici, notamment avec un moyen-métrage qui s'intitulait Palma, remporté le Grand Prix du Festival de Brive et le prix du jury au Festival de Clermont-Ferrand. Elle revient donc avec Kika, un film belge dont le synopsis est le suivant. Alors qu'elle est enceinte, Kika fait face à la mort soudaine de son compagnon, complètement fauché, le cœur en bouillie. Elle hiérarchise ses priorités. 1. Trouver de l'argent rapidement. 2. Sortir de la merde. Culotte sale, god ceinture et parents névrosés vont l'aider contre toute attente. Voilà qui est un programme plutôt
prometteur et décalé. Un film qui va probablement mélanger comédie et drame, ce qui est toujours très intéressant. Encore une fois, une sélection de la semaine de la critique haute en couleurs, très éclectique, qui, comme à son habitude, réservera probablement son lot de pépites et qui donc comporte, du fait de sa nature, c'est-à-dire présenter des premières œuvres, beaucoup de candidats potentiels à la récompense suprême pour les premiers films, c'est-à-dire la Caméra d'Or. Enfin, un petit focus rapide sur l'ACID, l'association pour le cinéma indépendant, mais qui présente toujours des films qui font date. On y a vu notamment des films de Guillaume Braque, Clément Schneider, et on y découvrira cette année un film de Sophie Le Tourneur, qui avait beaucoup fait de bruit avec Énorme à l'époque, et qui présentera son nouveau film, qui est un voyage en Italie avec Philippe Catherine, un film partiellement autobiographique qui s'intitule L'Avventura, et que l'on a très très hâte de découvrir. À noter la présence donc du film Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, un film franco-palestinien et iranien, un documentaire sur le massacre qui a lieu à Gaza, à travers le portrait de Fatem, une photographe habitante de Gaza, qui a malheureusement depuis trouvé la mort dans un bombardement. Un drame qui est survenu quelques jours seulement après l'annonce de la sélection de ce documentaire, qui est centré autour de sa voix, de son visage, de son vécu. Un drame horrible donc, et un film qui promet d'être poignant et dont la projection risque d'être un moment particulièrement douloureux et solennel. Une manière de rendre hommage donc à titre posthume à cette formidable femme dont les combats et le travail résonnaient très loin hors de ses frontières. Enfin, dernier film sur lequel je voudrais mettre un petit focus dans la sélection ACID de cette année, il s'agit du film La couleuvre noire de Aurélien Verne Lermusio, un film franco-colombien-brésilien, dont le synopsis est le suivant. Après des années d'absence, Chiro revient chez lui au chevet de sa mère, dans ce désert colombien de la Tatacoa. Il retrouve ceux qu'il avait fuis et affronte les derniers gardiens d'un territoire aussi fragile qu'envoûtant. Un film qui promet un voyage dans une nature rugueuse qui marque les visages avec des images saisissantes. Cette couleuvre noire fait référence à une légende locale qui se transmet et influence les personnages. Un film donc qui promet vraiment une plongée assez rude, mais aussi très esthétique dans ce milieu de la Colombie. Voilà qui clôt ce panorama qui, j'espère, aura été intéressant sur cette 78e édition du Festival de Cannes. Comme vous pouvez le voir, elle sera placée sous le signe de l'éclectisme, encore une fois. Comment suivre l'événement si vous le souhaitez? Vous savez que désormais, c'est France Télévisions qui est partenaire du festival, et vous pourrez donc retrouver sur ces chaînes des émissions quotidiennes qui s'intéressent à la découverte de ces films en compétition, qui recevra aussi les talents qui les portent afin d'en faire la promotion, mais aussi d'approfondir leur sujet. Le festival est également partenaire de Brut et de TikTok qui vous permettront de suivre ces mêmes événements ainsi que toutes les actualités du secteur sur les réseaux sociaux. Enfin, je termine cet épisode comme promis sur mon vrai faux palmarès de cette année, donc sans avoir vu aucun film. Voici mes pronostics et mes désirs, dirons-nous, de palmarès. Je vais donc le partager avec vous dès maintenant. Cette année, j'aimerais voir la Palme d'Or revenir enfin à une cinéaste que j'adore, c'est-à-dire Lynn Ramsay avec Die My Love, un film hybride qui promet de secouer la croisette. Pourquoi pas donc lui décerner enfin une Palme d'Or. Je verrais bien Oliver Lax avec Sirat remporter le Grand Prix, qui est souvent décerné une œuvre expérimentale, qui fait preuve d'une grande recherche formelle, et c'est, il me semble, le programme que nous propose Oliver Lax avec Sirat. Prix de la mise en scène cette année, pourquoi pas le remettre à Wes Anderson, qui est toujours reparti bredouille de Cannes et qui, dont on le sait, a quand même un style bien à lui et qui nous promet encore une épopée incroyable avec un casting choral absolument ahurissant, comme à son habitude. Prix du jury cette année pour récompenser peut-être un film un peu plus frais, dirons-nous, peut-être souvent nouveau venu en compétition. Je verrais bien ce prix revenir
ex aequo cette année à Carla Simone avec Romeria et Chie Ayakawa avec Renoir, deux jeunes réalisatrices, l'une japonaise, l'autre espagnole, qui sont très prometteuses et qui promettent cette année de nous en mettre plein la vue avec des films à forte portée et valeur émotionnelle. Prix d'interprétation féminine, pourquoi pas le décerner collectivement aux actrices des Frères Dardenne pour Jeune Mère, film social donc qui promet de nous proposer de beaux portraits de femmes. Prix d'interprétation masculine pour mon chouchou Josh O'Connor, qui a même 2 chances cette année de l'obtenir, puisqu'il est à la fois dans le film History of Sound de Oliver Hermanus, mais également le rôle principal du film de Kelly Reichardt de Mastermind, et c'est pour ce dernier que je le verrai bien remporter son premier prix d'interprétation cannois. Prix du scénario, soyons fous, je le propose pour Dominique Moll et son dossier 137, puisque après la formidable écriture de La Nuit du 12, je le vois bien revenir avec un scénario, encore une fois, très bien ficelé, co-signé avec son partenaire de toujours, Gilles Marchand. Voilà pour le moment, cela laisse bien sûr beaucoup d'autres films probablement de très grande qualité sur la touche, mais bon, que voulez-vous, un palmarès c'est toujours injuste et subjectif. Voici donc le mien, je termine donc sur La Caméra d'Or, pourquoi pas la décerner après tout au film d'ouverture de cette compétition, Partir un jour d'Amélie Bonin, une manière de saluer jusqu'au bout le retour des grandes fresques musicales dans le cinéma français en tout cas, et de mettre en lumière voilà, ce premier film qui a une chance tout de même inouïe de se retrouver en film d'ouverture de cette 78e édition. Hello, c'est de nouveau Alban en direct du montage. Les dernières annonces tombées à une semaine de l'ouverture de la compétition bousculent mon palmarès fantasmé. Avec l'arrivée de Résurrection de Bigan, que je verrais bien devenir un sérieux prétendant au prix de la mise en scène ou au prix d'interprétation féminine pour Chouki. Et pourquoi pas, soyons fous, peut-être même à la récompense suprême, la Palme d'Or. Les jeux ne sont donc pas encore faits, et décidément, à Cannes, rien ne va plus. Pour terminer cet épisode spécial, pour ne pas déroger de notre habitude, je me propose de vous mes recommandations, bien sûr toutes tournant autour du Festival de Cannes. Donc, je vous rappelle, une bande originale, un film et un livre. Alors, je vais faire une dérogation à mes propres règles et je vais donc proposer plusieurs choses. La première, donc, ça sera une bande originale. Ma première recommandation, elle est évidente, elle est très cliché. C'est le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, cette musique mythique qui accompagne toutes les montées des marches et les débuts de projection au Festival de Cannes. Que voulez-vous ? On ne se refait pas, je ne pouvais pas y couper. Je vous proposerai maintenant un film, et là encore un grand classique. Qui pense Cannes pense bien sûr La Cité de la Peur. Un film absolument mythique que je vous propose donc de revoir et qui se déroule pendant le Festival de Cannes, une des grandes comédies françaises opérée par les nuls, et l'occasion donc de rappeler que cette année, Alain Chabat sera l'invité d'honneur de la quinzaine des cinéastes, un invité particulièrement exceptionnel et que l'on prend toujours plaisir à revoir. Si vous voulez revoir des films qui ont marqué l'histoire de Cannes, sachez que Arte, France Télévisions et Canal+ vous permettent de revoir de nombreux films cultes de la compétition officielle ou qui ont marqué l'histoire du festival, des programmations spéciales à retrouver sur chacune de ces chaînes, sachant que Canal+ nous proposera en exclusivité la diffusion de films qui ont marqué la compétition de l'année dernière, dont la Palme d'Or Anora et le prix du scénario de Substance, que je vous encourage tous les deux à découvrir à cette occasion si ce n'est pas déjà fait. Et je termine donc mes recommandations sur des livres. Je vais vous en présenter 4. Le premier, c'est Sélection officielle, bien sûr, de Thierry Frémaux, qui revient sur le processus de sélection de la compétition officielle. Ce livre qui date donc de plusieurs années, mais qui néanmoins nous plonge dans les coulisses, les arcanes de la sélection en compétition officielle, racontée par celui qui l'amène depuis de nombreuses années. Deuxième recommandation, le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes de Gilles Jacob, président historique de cette compétition pendant de nombreuses années lui aussi, et qui revient sous forme de petit article de dictionnaire sur ses mémoires comme président et donc dirigeant du plus grand festival de cinéma au monde. Et enfin, 2 recommandations littéraires, dont l'une qui est sortie très récemment. Il s'agit du livre de Ava Cahen, donc sélectionneuse à la semaine de la critique. Ce livre qui s'intitule Nos premiers films et qui revient sur la genèse et la création de 5 premiers films qui sont passés par la semaine de la critique
en compagnie de leurs producteurs et de leurs réalisateurs et qui nous racontent donc les multiples obstacles qu'ils ont dû rencontrer au cours de la création de ces œuvres jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire la présentation en semaine de la critique à Cannes. Un livre passionnant donc qui est sorti chez les éditions Marest. Et enfin à noter la sortie prochaine d'un livre qui retrace l'histoire de la quinzaine des cinéastes, les carnets de la quinzaine, qui sortira peu après la fin de cette 78e édition du festival et donc 57e édition de la quinzaine des cinéastes. Un livre conséquent qui retrace l'histoire de cette compétition, donc créée suite aux événements de mai 68. Une somme d'histoires cinématographiques et donc d'histoire du festival de Cannes à ne pas louper. C'est la fin de cet épisode spécial de Réal Réel consacré au Festival de Cannes. Je vous retrouve dès le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée au micro de ce podcast pour la reprise du cours normal de nos activités, c'est-à-dire une conversation entre réalisateurs autour de la mise en scène. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute habituelles où vous l'avez écouté ou découvert, ainsi que le relayer sur les réseaux sociaux à vos amis et aux cinéphiles de votre entourage. Sur ce, je vous souhaite une belle édition du Festival de Cannes et je vous donne rendez-vous le 10 du mois prochain, donc le mois de juin, pour un nouvel épisode. Merci à toutes et à tous et à bientôt!